Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Bienvenue à tous dans Politique Écho. Cette semaine, un numéro dédié au Brexit. Pour en parler, je reçois le président de l'UPR, François Asselineau. Bonjour. Bonjour. François Asselineau, on va donc parler, je le disais, du Brexit. Depuis le 1er février, la Grande-Bretagne n'est officiellement plus dans l'Union européenne. Vous avez organisé une soirée le 31 janvier dernier pour célébrer l'événement. Pourquoi vous a-t-il paru important de marquer le coup ? Parce que c'est quand même un très grand événement, c'est une victoire de la démocratie. Les Britanniques ont voté en juin 2016 pour avoir le Brexit. Et pendant plus de 3 ans, on les a fait lanterner par une espèce d'accord tacite entre des députés travaillistes et des députés conservateurs hostiles au Brexit, avec le soutien des médias, notamment de la BBC, avec le soutien d'une grande partie de l'oligarchie qui a voulu empêcher les Britanniques d'avoir ce pourquoi ils avaient voté. Un peu comme d'ailleurs en France, on a voté non à 55% en 2005 et pendant 3 ans, on nous a fait lanterner jusqu'en 2008. Sauf que l'issue n'a pas été la même. En France, les Français ont finalement accepté, ont baissé les bras, ont accepté que leurs parlementaires ratifient dans leur dos le traité de Lisbonne, qui est un copier-coller du texte de la Constitution européenne qu'ils avaient refusé souverainement à 55%. Alors qu'au Royaume-Uni, les choses ne se sont pas passées de la même façon. Les Britanniques sont un peuple plus opiniâtre, plus volontaire sur leur défense des libertés. Et donc, c'était pour nous une façon de célébrer cette affaire. C'était d'ailleurs une soirée. En quoi cela regarde le citoyen français que vous êtes, François Asselineau ? Vous savez très bien que j'ai créé en 2007 le parti du Frexit, le parti qui propose depuis bientôt 13 ans, on va bientôt fêter les 13 ans, de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et évidemment, pour nous, c'est un tournant majeur, pas seulement pour l'UPR d'ailleurs, c'est un tournant majeur pour l'histoire de l'Europe, j'hésite pas à le dire, et même pour l'histoire mondiale. Je suis absolument, on y reviendra certainement. Et donc, face à un événement d'une telle ampleur, qui a une ampleur historique, il m'a semblé nécessaire d'organiser une soirée. C'était d'ailleurs pas une soirée UPR, j'avais bien tenu à ça. C'était évidemment nous qui avions organisé les choses, mais j'avais invité un grand nombre de responsables politiques, de droite et de gauche, à venir dans une manifestation pour célébrer côte à côte, c'est notre joie collective de voir ça, sachant que tout le monde restait sur ses positions, parce que vous savez que on n'en est pas une alliance. Il y a des gens qui disent est-ce que c'est une alliance ? Non, il s'agissait d'avoir déjà de pouvoir débattre ou se rencontrer, parler, et puis se fêter ça ensemble. Ça s'est très bien passé. On a eu vraiment un succès avec des personnalités venant d'à peu près tous les horizons. Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson, Georges Kuzmanovic, Pierre Lévy, un certain nombre de personnes de droite et de gauche. Jacques Cheminade, exactement, le représentant ancien candidat à l'élection présidentielle de 2012. Le représentant du comte de Paris, également Philippe Pascot, Jean Bricmont qui était venu en observateur, et puis Dominique Jamais. Enfin, il y avait des représentants de droite, de gauche, Gilles Casanova qui a été au Parti socialiste et qui a été conseiller stratégique de Jean-Pierre Chevènement. Donc il y avait vraiment des gens qui sont d'accord qui ne sont pas d'accord sur plein de choses. Même d'ailleurs sur le Frexit, il y en a qui ne sont pas forcément d'accord. Mais il y avait quand même une bonne ambiance et qui a un peu transcendé, en fait. Il y a eu un enthousiasme général et collectif qui a beaucoup impressionné les participants. À commencer par moi, parce que moi j'avais lancé ça. Je ne savais pas ce qu'il en adviendrait. Je craignais que certains, par esprit de chapelle, refusent de venir à cette soirée. Il y en a qui d'ailleurs ont refusé
de venir à cette soirée. Il y en a même qui n'ont même pas jugé nécessaire de me répondre qu'ils ne viendraient pas. C'est le cas de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi avoir regretté leur absence au fond, puisqu'ils sont ni l'un ni l'autre pour une sortie de l'Union européenne? Oui, mais ça n'est pas, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan non plus n'est pas pour une sortie de l'Union européenne. Mais je note que toutes ces personnalités se sont félicitées du Brexit. Il me semble avoir bien lu que Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan se félicitaient du Brexit. Et même Mélenchon a fait un message Twitter qui a d'ailleurs fait quelques remous au Parlement européen, puisque lorsqu'il a appris que le gouvernement de Boris Johnson avait décidé de renationaliser une compagnie de chemin de fer privatisée jadis par Margaret Thatcher, Mélenchon a envoyé un message Twitter en disant voilà, ça c'est l'avantage d'être redevenu souverain, etc. Vous avez pris ces absences pour du mépris ou du sectarisme de leur part? Alors, je pense que d'abord ils ne sont pas clairs eux-mêmes, puisque je ne comprends pas très bien, pour être honnête, comment on peut se féliciter du Brexit au Royaume-Uni et refuser de proposer le Frexit en France. Pour moi, il y a un problème de cohérence. Je ne le comprends pas très bien. Mais enfin, au moins, ils se félicitaient du Brexit et donc j'avais proposé qu'ils viennent. Et je pense qu'effectivement, d'abord, j'aurais trouvé normal qu'ils répondent, qu'ils me disent qu'ils ne pouvaient pas venir. Il y a d'ailleurs j'avais pas invité que ces têtes d'affiche, j'avais invité également certains de leurs collaborateurs. Monsieur Caténins, auprès de Monsieur Mélenchon, a eu la gentillesse, la courtoisie de répondre qu'il ne pourrait pas venir. Mais les autres n'ont même pas répondu. J'avais aussi invité Madame Nathalie Arthaud, j'avais invité les dirigeants du Parti communiste français, Fabien Roussel, Yann Brossat, André Chassaigne, président du groupe à l'Assemblée nationale. Eh bien, toutes ces personnes, en fait, n'ont pas daigné répondre. Est-ce que c'était parce qu'au fond, c'était quand même la réunion de petits partis modestes électoralement? Je pense que c'est plus complexe que ça. D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de sectarisme chez les uns et chez les autres. Alors je le dis d'autant plus que nous, on nous a longtemps traités, moi on m'a traité de gourou, de secte, je voulais parler à personne. Ça fait des années que je propose, je l'ai déjà dit ici même, un débat avec Madame Le Pen, un débat avec Monsieur Dupont-Aignan, un débat avec Monsieur Mélenchon, Monsieur Fabien Roussel. Et puis vous êtes un adepte du modèle du Conseil national de la résistance, le CNR, qui réunissait des communistes jusqu'aux gaullistes. Jusqu'à l'extrême droite, à la cagoule. Oui, donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc j'ai vu qu'à gauche, il y a eu quelques personnalités que j'avais invitées. Il y en a 2-3 qui ont écrit des espèces de brûlots pour dénoncer le confusionnisme, que j'avais invité des gens de droite. Voilà, mais à ce moment-là, il ne faut pas se prévaloir du CNR. Le Conseil national de la résistance, sous la présidence de Charles de Gaulle, regroupait des communistes, des socialistes, des chrétiens sociaux, des gaullistes, des patrons et des ouvriers. C'est même marqué en première page du programme du CNR, c'est l'union des patrons et des ouvriers, donc ça n'est pas marxiste. Et réunissait également des personnes de la cagoule, c'est-à-dire l'extrême droite, mais une extrême droite anti-allemande. Et de Gaulle avait beaucoup demandé à Jean Moulin qu'il en fût ainsi. Donc je trouve que c'est dommage que ces partis n'aient pas jugé bon d'y participer. Je pense en fait aussi que c'est pas seulement par sectarisme, je pense que c'est par un malaise profond qu'il y a dans ces partis qui ont une ligne qui n'est pas claire en définitive. C'est-à-dire par exemple, la France insoumise, j'allais dire, il y a deux lignes en fait à la France insoumise. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a deux principales. Il y a ce que j'appellerais les européisto-indigénistes, avec Daniel Obono, avec Madame Clémentine Autain, qui sont tout à fait pour l'Europe, la destruction de la France, la dissolution, la mise en avant de l'indigénisme, la manifestation contre l'islamophobie. Enfin, ça, c'est une... Et Monsieur Mélenchon, qui est plutôt un républicain dur, un universaliste. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre partie comment dirais-je, de la France insoumise, dont Monsieur Caténin, c'est d'ailleurs une illustration, et dont était une illustration Georgi Kuzmanovic, mais qui a décidé justement de s'en aller parce qu'il ne supportait plus ce grand écart. Qui a créé ce parti République Souveraine. République Souveraine, qui est un petit... enfin, en tout cas, qui est venu, qui a eu la gentillesse de venir. Là, ceux-là sont sur une ligne qui est celle qu'a été à la souveraineté nationale, le Parti communiste français. Et en fait, ce clivage se retrouve également au Rassemblement national, j'ai du mal à m'y mettre, au Rassemblement national, puisque vous avez au Rassemblement national
une mouvance que j'appellerais européisto, non pas indigéniste, mais européisto-racialiste, c'est-à-dire des gens qui considèrent que la priorité des priorités, c'est de faire une Europe blanche face à la vague migratoire, au grand remplacement. Et puis une autre partie du Rassemblement national qui sont de tradition gaulienne ou communiste, qui ont rallié le Parti communiste. De telle sorte que M. Mélenchon et Mme Le Pen sont en fait très mal à l'aise face à ce grand clivage. Et ça, c'est vraiment la grande leçon politique. La grande leçon politique que nous vient de nous enseigner le Royaume-Uni, c'est que les années qui viennent, ça va être le grand clivage entre les partisans de la dissolution des peuples et des nations, dans une espèce de magma mondialisateur, et puis au contraire le réveil des peuples et des nations. Et le Royaume-Uni nous montre la voie du réveil des peuples et des nations. Justement. Et donc de ce point de vue-là, je termine, de ce point de vue-là, vous avez en France des partis politiques qui sont clairs, En Marche par exemple, ou EELV sont clairement dans le camp de la dissolution des États-nations, la disparition de la France, une espèce de magma mondialisateur. Et puis de l'autre côté, l'UPR est clairement dans le camp du retour des peuples et des nations, la souveraineté et l'indépendance nationale. Et puis il y en a d'autres qui biaisent et qui sont à cheval entre les deux. Je suis absolument persuadé qu'ils vont avoir des grandes difficultés à tenir le grand écart dans le cours des mois et des années qui viennent. Rentrons, François Asselineau, dans le vif du sujet du Brexit avec les conséquences immédiates de cette décision. Pour les Britanniques, le Premier ministre conservateur Boris Johnson a pris toute une batterie de mesures, pour le moins sociales. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous lister ces mesures ? Écoutez, vous savez, c'est comme à chaque fois qu'il y a des grands événements politiques, ils sont suivis comme un grand tremblement de terre, très rapidement de secousses, de répliques, comme on dit. Et c'est exactement ce qui se passe avec les nouvelles qui nous viennent en ce moment du Royaume-Uni, sont assez impressionnantes. Première décision de Boris Johnson, augmentation du SMIC de 6,2%, de telle sorte que le SMIC britannique passe désormais au-dessus du SMIC français. Vous savez que c'est absolument interdit en France d'avoir une augmentation du SMIC de cette nature, puisque ça serait contraire au rapport des grandes orientations des politiques économiques. 10 livres l'heure, on arrive à peu près. Voilà. Ça serait contraire pour nous. Ça fait des années que le SMIC n'augmente plus, même à peine au niveau de l'indice INSEE. Or, l'indice INSEE est sujet à caution. Et donc, les Français qui sont au SMIC ont le sentiment de perdre du pouvoir d'achat. Deuxième décision qu'a prise Boris Johnson, les subventions dites européennes qui étaient versées aux agriculteurs britanniques, en fait payées et surpayées par les Britanniques, puisque le Royaume-Uni est un pays qui est contributeur net, donc qui donne plus d'argent qu'il n'en reçoit. Ces subventions vont être versées... Près de 11 milliards par an. 11 à 12, voilà. Ces subventions vont être versées directement aux agriculteurs et en fonction de critères renouvelés, c'est-à-dire agriculture bio, agriculture raisonnée, respect des terroirs, lutte contre l'agro-business. C'est exactement ce que souhaiteraient les Français. Donc là, ils se soustraient aux articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose une agriculture hyper productiviste et complètement contraire aux contraintes d'environnement, au respect de la nature. Troisième décision de Boris Johnson, augmentation, écoutez bien, de 33,9 milliards de livres sterling par an, l'équivalent de 35 milliards d'euros, pour le service national de santé, en particulier pour les hôpitaux publics qui étaient à la diète... Jusqu'en 2024. Voilà, qui étaient à la diète depuis 9 ans. Et là aussi, c'est exactement ce que souhaiteraient les Français, aller en parler aux services d'urgence et aux hôpitaux publics. On voit la différence. Avec 50 000 infirmières et 6 000 médecins généralistes supplémentaires. Exactement, il a décidé, vous vous rendez compte, d'embaucher 50 000 infirmières supplémentaires et 6 000 médecins. Quatrième décision qu'il a prise, c'est le lancement de grands travaux. Des travaux assez pharaoniques sur le thème « Quand le bâtiment va, tout va » pour relancer l'économie. Donc un projet de pont grandiose entre l'Écosse et l'Irlande du Nord, et puis un projet de TGV qui ressort des cartons pour quelque chose comme 112 milliards d'euros, je crois, de Londres jusque dans les Midlands, au nord de Manchester. Cinquième décision, la création de ports francs, d'une dizaine de ports francs, qui pourrait essayer d'attirer justement le commerce extérieur. Sixième décision, je ne sais plus combien j'en suis. Réforme de l'administration, voilà. Avec moins de bureaucratie. Ça sera peut-être l'occasion pour la France de regarder chez nos voisins britanniques comment ça marche avec moins de fonctionnaires. Bien sûr, surtout, vous savez, en France, le problème que nous avons, c'est pas tellement qu'on a trop de fonctionnaires, ça je ne suis pas forcément d'accord. Du pouvoir central décentralisé vers les maires, etc. On a surtout en France un empilement
ça va pas. Vous avez la commune, les communes, maintenant il y a les communautés de communes, après ça vous avez les départements, après ça vous avez les régions, après ça vous avez l'État, après ça vous avez l'Union européenne, puis vous avez les euro-régions. Enfin bon, bref, tout ça, ça ne va pas. Dans notre programme, nous, on avait prévu la suppression pure et simple des communautés de communes et la suppression pure et simple des régions qui devraient revenir à ce que c'était au temps de Georges Pompidou, c'est-à-dire des tout petits établissements publics de coordination, et ça permettrait d'évacuer des milliers non seulement plus de 1500, je crois, élus, mais des milliers de fonctionnaires, parce qu'on marchait très bien avant les régions. Dernier point, et non des moindres, Jean-François Asselineau, un nouveau système d'immigration. Les Anglais vont choisir leur immigration dorénavant. Voilà, ça c'est un point qui est très important. Vous savez, certains m'ont taillé la réputation d'être quelqu'un qui ne s'intéressait pas aux questions d'immigration, etc. J'ai toujours dit le contraire, j'ai toujours dit que c'était un sujet très important, mais que dans la mesure où nous sommes contraints par les traités européens, ça ne sert à rien de se disputer, de se diviser entre Français sur ces questions migratoires, puisqu'elles sont réglées par les traités européens. J'observe qu'à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il va maintenant avoir son propre système, avec, si j'ai bien compris, effectivement, un système d'immigration choisi pour sélectionner les... points, si vous avez des diplômes, vous avez des points. Si vous parlez anglais, vous avez encore des points. Et il suffit d'avoir un certain résultat pour être... accepté. Alors, je ne dis pas que c'est forcément ce que nous ferions, mais ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours dit, moi, c'est qu'il faut que ce soit les Français qui décident, qu'on leur donne la parole, qu'ils choisissent ce qu'ils veulent, l'immigration familiale, comment dirais-je, plus d'immigration du tout, le système Schengen, le type de prestations sociales, etc., parce que c'est quand même au peuple français de décider. Or, ceci ne sert à rien tant que nous sommes sous l'empire des traités européens. On va enchaîner dans un instant avec la politique étrangère britannique qui évolue avec le Brexit, et c'est après la pause. Toujours en compagnie de François Asselineau pour parler du Brexit, le président de l'UPR. On évoquait il y a un instant, François Asselineau, la politique étrangère britannique qui est en train un petit peu d'évoluer. On parle d'une levée des sanctions contre la Russie et en même temps, de la part du Premier ministre britannique conservateur Boris Johnson, d'un alignement sur les États-Unis. Où va-t-on ? Alors, l'alignement du Royaume-Uni sur les États-Unis, honnêtement, n'est pas quelque chose de très nouveau. Ça fait des décennies et des décennies que ça dure. Les États, vous savez d'ailleurs que la force nucléaire, la force de frappe britannique, depuis l'affaire des fusées Polaris dans les années 60, est quasiment sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Et vous savez que le Royaume-Uni entretient avec les États-Unis d'Amérique une relation de nature quasi filiale que nous mesurons mal, que les Français mesurent quand ils vont au Québec. Imaginez ce que seraient les États-Unis si c'était le Québec en grand où tout le monde parlait le français. Ça a failli arriver. Ça a failli arriver avec le cavalier de la Salle, etc. Bon, donc il y a une relation étroite que Churchill avait bien décrite d'ailleurs. Il préférait toujours le grand large, voilà, quand il devrait choisir entre l'Europe et le grand large. Cela étant, ce qui est vrai, c'est que je note que Boris Johnson a envoyé des messages très significatifs. Il a laissé entendre effectivement qu'il pourrait revenir sur des sanctions prises à l'encontre de la Russie à la demande de l'Union européenne, puisque nous sommes bien contraints par ça. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est la reviviscence de tous les liens avec le Commonwealth. Ils ont frappé une pièce de 50 pence avec marqué que le Brexit, c'est pour la paix, l'amitié et le commerce et la coopération avec tous les États du monde. C'est-à-dire que Boris Johnson est en train de mettre en pratique ce que je ne cesse d'expliquer depuis maintenant plus de 12 ans, c'est que la sortie de l'Union européenne ne veut absolument pas dire devenir la Corée du Nord et se claquemurer derrière les frontières. C'est au contraire se rouvrir sur le monde, et en particulier avec les pays avec lesquels on a des liens très intenses. Actuellement, la France, piégée par la construction européenne, est en train de se couper de ce qui fait son rayonnement planétaire, c'est-à-dire les pays de la francophonie, qui d'ailleurs, il y en a une bonne partie, notamment en Afrique, qui sont en forte croissance maintenant. Et donc, plutôt que d'être en lien avec les pays de la francophonie qui englobent le Canada, le Vietnam, Madagascar, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, etc., et nous nous coupons progressivement.
Et on est remplacé en Afrique, au moment où ce continent décolle, on est remplacé petit à petit par l'Amérique-Afrique ou la Chine-Afrique à la place de ce qu'on appelait la France-Afrique. Nous militons pour un partenariat complètement renouvelé avec les pays d'Afrique. C'est ce que fait Boris Johnson, avec des liens très intenses avec notamment le sous-continent indien, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin ce que l'histoire a légué au Royaume-Uni. Regardez d'ailleurs la composition du gouvernement de Boris Johnson, elle est assez intéressante, puisque vous verrez qu'il y a pas mal de Britanniques dans le ministère de Boris Johnson qui sont originaires justement, alors à deuxième ou troisième génération. La ministre de la Justice qui est originaire d'Inde. Voilà, il y avait exactement Madame Patel, je crois. Non, elle est ministre de l'Intérieur, il me semble. Mais il y a aussi le chancelier de l'Échiquier qui a changé récemment. Mais pourquoi Nigel Farage ne fait pas partie de ce gouvernement alors qu'il avait sagement décidé de retirer ses candidats des dernières élections législatives? Alors, je pense qu'il faudrait le lui demander. Ce que je crois savoir quand même, c'est que ça tient aux institutions britanniques qui n'ont pas cette tradition d'ouvrir en France, aux autres partis. Voilà. Vous savez qu'en France, voilà, il y a les conservateurs, les travaillistes, il n'y a pas vraiment, je crois, d'exemple de cette nature. Mais je pense qu'effectivement, ça aurait été un geste significatif que de faire entrer Nigel Farage. Exemple peut-être ne l'a-t-il pas souhaité, de je ne sais cette pas. Nouvelle politique internationale, François Asselineau, le Premier ministre Johnson a interdit à ses ministres de se rendre au forum de Davos, réunion de mondialistes. Est-ce que ça vous évoque rapidement? Je trouve ça formidable. Ça prouve encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Tous les jours, il y a des nouvelles formidables qui arrivent du Royaume-Uni. C'est un pays qui retrouve sa liberté de penser, sa souveraineté, son indépendance et le fait de faire des gestes créatifs, créateurs, symboliques. C'est pas quelque chose d'extrêmement important, mais du point de vue symbolique, c'est formidable. Ça veut dire que Boris Johnson dit non, c'est terminé. Maintenant, la politique des Britanniques, ça va se décider à Londres et non pas à Bruxelles, ni à Francfort, ni à Davos. Et ça, c'est un point qui est tout à fait important. Si nous arrivons au pouvoir, nous aurons des gestes forts de cette nature. Alors, je le disais en introduction, le Brexit est donc entré en vigueur le 1er février dernier. Néanmoins, la Grande-Bretagne est entrée dans une phase de transition. Ces relations resteront inchangées avec les 27 États membres jusqu'au 31 décembre de cette année. Au moins pendant cette phase, Boris Johnson va chercher à redéfinir ses relations commerciales avec l'Union européenne. Quelle forme juridique cela va-t-il prendre ? Alors, moi, je n'en sais rien. Je suis comme tout le monde. J'ai quand même quelques idées sur les pistes. La première chose, rappelez-vous, c'est qu'on nous avait expliqué, ça fait 3 ans qu'on nous explique que l'apocalypse va arriver dans la semaine qui vient. Ça devait être juste après le référendum, c'était 6 mois après, c'était après le premier accord qui avait été refusé, etc., etc. Ça fait 3 ans et demi qu'on nous annonce l'apocalypse. Là, le Royaume-Uni vient de sortir de l'Union européenne, vient de faire le Brexit. On nous avait annoncé l'apocalypse. Où est l'apocalypse? Il n'y a pas d'apocalypse. Alors maintenant, on nous explique, oui, mais non, mais c'est parce que maintenant, ça sera le 1er janvier 2021. On va voir. Alors ça, c'est le premier. La Banque d'Angleterre a d'ores et déjà, tout de même, revu à la baisse ses prévisions de croissance pour les 3 prochaines années. C'est exact. Mais le FMI a revu à la hausse ses prévisions sur le Royaume-Uni, a annoncé que ça ne serait pas l'apocalypse attendu, et a même, je crois, crédité le Royaume-Uni d'une croissance un peu supérieure à la zone euro. Alors, sur cette forme juridique, est-ce que ça sera un accord de libre-échange, une union douanière, ou alors intégrer l'espace économique européen, comme c'est le cas pour la Norvège et l'Islande? Alors, moi, je n'en sais rien. Je ne pense pas que ça sera comme la Norvège, ni comme la Suisse. Je pense qu'ils veulent, que les Britanniques veulent une véritable césure. Si j'ai bien compris ce que voulaient les Britanniques, ils veulent être traités comme, par exemple, les accords qu'il y a avec le Canada, entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, ou bien l'Union européenne, accord de libre-échange, ou bien l'Union européenne et le Japon. Ce qui est notable, c'est que les européistes ont très peur de ce qui est en train de se passer. Monsieur Macron lui-même l'a dit, à valeur actuelle, il a dit « ce qui est à craindre, c'est que le Brexit ne se passe pas si mal ». Et vous avez entendu cette déclaration ahurissante de Nicolas Sarkozy, qui a dit « il va falloir saigner les Britanniques ». Comme on saigne un bœuf. Ça veut dire que ces européistes, en fait, sont gorgés de haine. Ils ont très peur de ce qui est en train d'arriver. Ils veulent punir celui qui sort de leur cercle. Vous savez à quoi ça fait penser? Ça fait penser à une mafia ou à une secte. Et oui, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit d'en sortir, sinon on vous tue.
C'est exactement ce raisonnement-là. Donc, on voit une espèce de mauvais joueurs qui sont en train de... Alors, là où je vois donc des déclarations à l'emporte-pièce, on va saigner les Britanniques, Le problème, c'est que quand on arrive aux négociations, c'est le réalisme qui se produit. Or, il se trouve que la France, vis-à-vis du Royaume-Uni, vend beaucoup plus au Royaume-Uni que nous y achetons. On vend 32 milliards d'euros chaque année, on achète 20. Ça fait un excédent de 12 milliards d'euros. Et ça, c'est uniquement pour les marchandises. Les services, c'est rare pour la balance commerciale française. C'est notre premier excédent mondial. Un excédent, voilà, oui. Notre premier excédent mondial, le second est celui avec Singapour, on a 5,8 milliards, donc moins que moitié moins. Et Singapour est une plateforme de réexportation vers l'Asie du Sud-Est, notamment du cognac et des produits de luxe. Donc on a un très fort excédent avec le Royaume-Uni. Et donc il ne faut pas jouer aux imbéciles, parce que si on veut taxer les Royaumes-Uni, vous savez ce que Boris Johnson a déjà dit, il va taxer les vins, les spiritueux, le champagne, le cognac, les produits... Mesure de rétorsion. Bien sûr. Et ils auront d'ailleurs, puisqu'ils ont signé des accords de commerce avec, par exemple, l'Afrique du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ils achèteront des vins. Et il faut reconnaître, sans être chauvin, qu'il y a d'excellents vins en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Et on risque de tuer une poule aux œufs d'or. Beaucoup parlent de problèmes à venir avec les pêcheurs, la pêche française ou la pêche britannique, et qu'est-ce qui va en ressortir de ces négociations ? Ça, c'est effectivement un point très important, c'est que je crois que quelque chose comme 70% des prises des pêcheurs français se font dans des eaux qui sont britanniques. Et donc les pêcheurs britanniques avaient le sentiment de se faire piller, de la même façon qu'un certain nombre de pêcheurs viennent piller les ressources halieutiques de la zone économique exclusive française. Parce qu'ils ont beaucoup d'eau autour de Jersey, Guernesey qui venaient... Oui, et puis revenait à l'Angleterre. Oui, et puis il y a aussi tout le Nord-Est. Alors, dans l'espace qu'il y a, enfin, je suis pas un spécialiste, mais je crois que dans l'espace qu'il y a entre l'Écosse et l'Islande, dans ces courants et dans ces eaux qui sont froides, vous avez beaucoup de poissons, du saumon, et c'était des chalutiers, notamment par Intermarché en France, qui faisaient de la ramasse. C'est pas le petit pêcheur familial, c'est essentiellement des grandes entreprises, notamment par Intermarché, qui ramassaient, qui drainaient les fonds sous-marins pour rafler des poissons, des coquillages, etc. Et là, ils vont avoir des difficultés. Il faut espérer qu'on va trouver... Mais ça prouve quoi ? Ça prouve que le Royaume-Uni n'est pas du tout dépourvu d'un levier dans la négociation. J'ai même l'impression, en réalité, que derrière les rodomontades de la France et des pays de l'Europe, il y a en fait très peu d'éléments pour faire un bras de fer. Je signale, je voudrais terminer là-dessus, qu'il y a aussi beaucoup d'échanges intra-entreprises. Par exemple, des automobiles allemandes qui ont des pièces détachées fabriquées au Royaume-Uni. Donc tous les grandes entreprises allemandes de l'automobile font pression pour qu'il n'y ait pas de sanctions contre le Royaume-Uni, sinon elles se tireraient une balle dans le pied. J'ai d'ailleurs une petite anecdote. J'ai vu ces jours-ci, là, on voit ça sur Internet, il y en a qui s'indignent que le nouveau passeport britannique, et qui revienne un passeport britannique, soit fabriqué en France et imprimé en Pologne. Alors il y en a qui glosent en se moquant, en disant, vous vous rendez compte, alors le nouveau passeport britannique qui sort de l'Union européenne va être fait dans l'Union européenne. Mais si Boris Johnson avait décidé de faire ça au Royaume-Uni, les mêmes se seraient scandalisés en disant, vous vous rendez compte, cette xénophobie, etc. Non. C'est la preuve que le Royaume-Uni entend continuer à faire des négociations et du commerce international. C'est toute la question est là. Et dans ce débat qu'il y a entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, j'entends des gens qui disent il faut absolument éviter d'avoir une concurrence à nos portes, une concurrence les aides aux États, etc. Mais enfin non d'une pipe. Le premier pays qui est maintenant excédentaire vis-à-vis de l'Union européenne, c'est la Chine. Lorsque l'Union européenne finance la construction d'un pont en Croatie, on trouve rien de mieux. La Commission européenne ne trouve rien de mieux que d'attribuer la construction de ce pont, qui vaut quelque chose comme 600 millions d'euros, à une entreprise de BTP nationale chinoise, où il y a évidemment des aides d'État colossales. Donc ça suffit. Pourquoi vouloir sanctionner le Royaume-Uni alors qu'on fait entrer des pays comme tous les pays d'Asie du Sud-Est et notamment la Chine? Voilà, ça ne tient pas la route. Qu'est-ce que, François Asselineau, ce Brexit va changer pour les Britanniques une fois cette phase d'un peu moins d'un an terminée? On va le voir. Le marché unique, quid de la sortie de ce marché unique? Écoutez, nous allons le voir. On va voir ce qui va être négocié. On va voir. Il y en a qui craignent. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je pense que les Britanniques, il y a quelques grandes caractéristiques au peuple depuis des centaines d'années.
1. Le peuple britannique est un peuple pragmatique. 2. C'est un peuple commerçant. 3. Les pays de l'Union européenne ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Ça tire à hu et à dia. Ils ont tous des intérêts différents. Alors que les Britanniques ont un intérêt très précis. Donc quand on part dans des négociations de cette nature, je suis convaincu que les Britanniques vont arriver à leur fin. Et même s'il n'y avait d'ailleurs pas d'accord final, on en reviendrait aux règles de l'OMC. Mais comme je vous l'ai dit à l'instant, je pense que le poids des grands groupes et des commerces intra-entreprises, notamment venant d'Allemagne, le poids également des entreprises comme des entreprises françaises comme LVMH qui vendent beaucoup plus au Royaume-Uni qu'ils n'y achètent, je suppose qu'ils vont faire quand même des pressions sur M. Barnier en disant ça va, il faut arrêter de dire qu'on va faire payer les Britanniques, sinon on se tire dans le pied. Et quid de la place financière de Londres, la City, sera-t-il ce statut remis en cause? Les Britanniques espèrent créer une espèce de Singapour sur Tamise. Il y en a d'autres qui pensent que certains services bancaires allemands ou français délocalisés en Angleterre vont revenir sur le continent. Écoutez, on nous avait dit ça au moment de l'adoption de Maastricht. Avec l'euro, paraît-il, rappelez-vous, c'était un débat qu'il y avait en 1992. Il y avait des Français qui avaient dit c'est formidable, la City est morte puisqu'ils n'ont pas accepté d'adopter l'euro. En réalité, la City ne s'est jamais aussi bien portée. Après ça, on nous avait dit lors du vote du référendum sur le Brexit, on nous avait dit ça va être un flot torrentiel de gens de la City qui vont traverser la Manche. Macron avait dit qu'il allait mettre le tapis rouge. On n'a jamais vu personne arriver. Voilà. Donc la réalité, c'est quoi? C'est que la City, pour toute une série de raisons historiques, des habitudes acquises, la langue et le monde entier qui est coté au Royaume-Uni, il n'y a aucune raison au monde pour lesquelles la City pourrait battre de l'aile. Et puis ceux qui parlent d'un Singapour à nos portes, mais enfin, l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec Singapour. Donc il faut arrêter ce genre de choses, si vous voulez. Voilà, non, je ne suis absolument pas, comment dirais-je, convaincu que la City va mal se porter. Je pense tout le contraire. Vous pensez que Boris Johnson va gérer le Brexit comme il se doit? Mais ce sont des malins. Et ils gèrent leurs intérêts nationaux. Face à nous, on est entravé, on est ligoté avec 26 autres États. Donc il y a pas photo. Vous allez voir. Alors je ne dis pas peut-être ponctuellement, il va y avoir, on va mettre un coup de projecteur parce qu'il y aura peut-être un service de 50 personnes qui était à Londres et que telle ou telle compagnie d'assurance va rapatrier aux Pays-Bas ou je sais pas quoi. Mais enfin, vous avez vu le Financial Times lui-même qui avait annoncé qu'il pouvait y avoir des dizaines et dizaines de milliers d'emplois perdus par la City. En réalité, il y a quelques mois, il a dit non, en fait, pas du tout. Voilà. C'est faux, si vous voulez, c'est toute l'architecture de la propagande du Project Fear, comme disait, de faire peur, qui est en train de s'effondrer. Ce qu'il faut vraiment voir avec les européistes, c'est qu'ils ne parlent jamais du bilan de ce qu'ils ont fait depuis 62 ans. À chaque fois qu'on discute avec eux, ils agitent des peurs à venir. Mais quand on leur dit, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il n'y a plus personne. Ou alors ils disent, mais il faut changer tout ça, on va changer d'Europe. Vous êtes, François Asselineau, très optimiste sur l'avenir des Britanniques hors de l'Union européenne. On va voir ce que vous pensez des Européens sans l'Angleterre dans un instant, après la pause. Toujours en compagnie de François Asselineau pour la troisième et dernière partie de Politique et Économie. On voit donc maintenant les conséquences du Brexit pour l'Union européenne. La France, François Asselineau, est désormais le seul pays de l'Union européenne à détenir l'arme atomique. Le président Macron envisage de partager cette prérogative, la dissuasion nucléaire, avec les autres États membres de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un scandale absolu. Voilà. Si l'on prend à la lettre ce qu'a dit Macron, il n'a pas exactement dit ça. Mais on voit bien que depuis le traité d'Aix-la-Chapelle, que j'avais dénoncé en son temps, depuis le discours qu'il a prononcé devant l'école de guerre, où j'ai fait d'ailleurs une vidéo que je conseille à vos téléspectateurs d'aller regarder, puisqu'elle a fait, on en est à 230 000 vues en 10 jours, elle a beaucoup intéressé. Le discours de Macron devant l'école de guerre et devant tous les officiers supérieurs de l'armée française
est un discours complètement incohérent. Ça n'est pas normal, c'est un scandale absolu. La force de frappe est faite pour protéger, pour sanctuariser le territoire national. Vouloir étendre cette force de frappe à l'ensemble de l'Union européenne, c'est prendre le risque de mettre en jeu la vie des Français, la survie même de la France, parce qu'on voudrait défendre un pays comme l'Estonie ou la Lituanie, où l'on commémore les Waffen-SS, et qui, on ne sait pas ce qui pourrait arriver à Riga ou à Vilnius, qui d'un seul coup se mettrait à attaquer la Russie. Et si la Russie répondait, la France, à croire M. Macron, se sentirait solidaire de l'Estonie ou de la Lettonie face à la Russie. Tout ça n'est pas raisonnable. Tout ça, d'ailleurs, devrait faire l'objet de débats nationaux et on devrait demander au peuple français ce qu'il en pense. Donc ça, c'est totalement anormal. Il faut d'ailleurs au passage noter que c'est contraire à l'article 3, je crois, du traité, ou 6 du traité de Moscou du 12 septembre 1990, qui a clôturé la Seconde Guerre mondiale, où il y avait les parties prenantes, c'était les belligérants, donc les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France et la Russie, en tant qu'État successeur de l'Union soviétique, et puis il y avait la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande. Ils ont signé un traité de Moscou, donc le 12 septembre 90, qui solde la Seconde Guerre mondiale, et dedans il y a un article, je crois l'article 3, qui précise que l'Allemagne a s'interdit pour toujours de posséder la force nucléaire. Donc il est vrai qu'il y a des forces en Allemagne qui se verraient bien en train d'européaniser la force de frappe française, mais qui dit Europe, comme disait Bismarck, wer von Europa spricht hat Unrecht, c'est-à-dire qui parle d'Europe ment ou se trompe. Ce qu'on appelle l'Europe là en l'espèce, ça serait l'Allemagne qui mettrait la main sur notre force nucléaire. Ça serait vraiment une haute trahison majeure de Macron qui n'est plus à sa prête d'ailleurs. Il en va également, après ce Brexit, du budget de l'Union européenne pour la période 2021 jusqu'à 2027. Le Royaume-Uni, pour la période, va laisser derrière elle un trou de 84 milliards d'euros, puisque, on le rappelle, la Grande-Bretagne était contributeur net de 11 à 12 milliards d'euros par an. Comment les responsables européens comptent-ils combler ce trou ? C'est actuellement, je pense, le problème majeur auquel est confrontée la construction européenne et dont il faut penser c'est peut-être le début de la fin. D'ailleurs, j'invite les lecteurs, il y a eu un point de vue qui a été publié sur le Huffington Post, qui est pourtant ultra-atlantiste, ultra-européiste. Il y a un point de vue qui a été fait par un observateur qui s'occupe de géopolitique et qui dit, en fait, l'Europe est moribonde, et lui, il en appelle à un saut fédéral, mais enfin, c'est pas maintenant qu'on va aller à un saut fédéral. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en effet, le Royaume-Uni laisse une ardoise de 7 ans x 12, c'est-à-dire 84 milliards d'euros. C'était ce qu'il allait donner. Il y a un trou, premièrement. Deuxièmement, au même moment, l'Union européenne va faire venir de nouveaux États, à commencer par l'Albanie et la Macédoine du Nord, qui viennent là pour mettre la main sur des milliards d'euros versés par les fonds européens, c'est-à-dire sur l'argent des pays contributeurs nets. Donc ils viennent là avec par ailleurs tous les trafics, prostitution, drogue, produits illicites, mafia, c'est le règne des mafias. Donc Macron a voulu s'y opposer dans un premier temps, et puis vous avez vu que Mike Pompeo a tapé du poing sur la table, c'est-à-dire les États-Unis en disant il faut faire entrer l'Albanie et la Macédoine du Nord. Ce qui confirme une énième fois ce que je dis depuis 12 ans, c'est que la construction européenne est sous la tutelle, comment dirais-je, intellectuelle et théorique des États-Unis d'Amérique. Et même lorsqu'ils ont un président, comme actuellement Donald Trump, qui est en rupture avec l'establishment, l'État profond américain poursuit sa volonté. Ça, c'est le deuxième point. Donc il va falloir des milliards d'euros supplémentaires. Le troisième point, c'est que Mme von der Leyen a annoncé un programme extraordinaire. Notamment, elle veut mettre 100 ou 110 milliards d'euros par an sur la lutte contre le réchauffement climatique. Taxes sur les plastiques, hausse du prix des quotas de CO2, taxes sur le numérique. Alors ce sont des sommes énormes dont on ne sait pas du tout, ça n'est pas précisé, mais ce sont des sommes absolument colossales sur lesquelles on pourrait quand même regarder d'un peu plus près, parce que même si effectivement les questions d'environnement sont très importantes, il se trouve qu'un pays comme la France, parmi tous les pays développés, est celui qui émet le moins de CO2, notamment grâce à son appareil, à son industrie, ses réacteurs
dissuasion nucléaire. Et nous, quand on a un réseau routier qui s'effondre, un système hospitalier qui s'effondre, une population dont le niveau de vie s'effondre, il y a peut-être d'autres priorités que de construire à tout bout de champ, si j'ose dire, des éoliennes. Et la contribution, l'augmentation de la contribution des États, la France va bien devoir payer pour... Voilà, alors l'impasse budgétaire, elle est là. Les Britanniques, 84 milliards d'euros en moins. Madame von der Leyen veut faire beaucoup de dépenses en plus. Et puis l'Albanie, la Macédoine du Nord, sans compter peut-être la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Moldavie, etc., qui veulent entrer, qui font partie de la liste des 6 pays, veulent de l'argent en plus. Donc on voit qu'il y a des recettes en moins, de l'argent en plus. Et alors, le dernier point, le dernier clou sur le cercueil, c'est qu'il y a 5 États au sein de l'Union européenne, que les européistes appellent avec mépris les 5 frugaux, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, je crois la Suède et les Pays-Bas, pour ne pas les nommer, qui ont dit « Nein », ils ne veulent pas mettre plus d'argent. Et comme ils ne veulent pas mettre plus d'argent, et qu'il y a au contraire besoin de beaucoup plus d'argent, on est face à un dilemme. Et donc le dilemme, tout le monde se tourne vers la politique agricole commune en disant, eh bien, il faut tailler dans le vide de la politique agricole commune, dont l'un des premiers bénéficiaires est la France. Ça veut donc dire que la France est vraiment le dindon de la farce, mais d'une façon... j'allais dire asymptotique, enfin allégorique. C'est-à-dire qu'à la fois nous sommes un pays contributeur net, que nous allons devoir mettre plus d'argent au pot, et qu'on met beaucoup plus d'argent au pot, puisque nous ne faisons pas partie de ceux qui refusent l'augmentation du budget, et au même moment, on risque de nous tailler dans la politique agricole commune, c'est-à-dire le niveau de vie de nos agriculteurs. Donc si on laisse Macron et le gang qui s'est emparé de la France, le gang européiste, aller jusqu'au bout, je ne sais pas où on va. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser 10 milliards d'euros par an, on va peut-être laisser 14, 15, 16, 17. Ce sont des sommes énormes, monumentales, dans une démocratie, qu'il est inconcevable que dans une démocratie, ça soit laissé dans la main de M. Macron, qui n'a pas été élu pour ça. Ça devrait être un débat sur la place publique et demander aux Français, est-ce qu'on continue, stop ou encore, est-ce qu'on continue à se faire plumer et de plus en plus pour cette utopie qui, par ailleurs, est en train de s'effondrer. C'est ce que j'expliquais au début avec le Brexit. Des Britanniques, donc, qui partent de l'Union européenne, des problèmes qui s'annoncent pour l'Union européenne. Vous, François Asselineau, vous espérez profiter de cette situation pour vous engouffrer dans la brèche, et vous constatez dans vos déplacements un meilleur accueil depuis quelque temps quant à l'idée d'une sortie de l'Union européenne par rapport à ce que vous entendiez en 2007 à la création de l'UPR. Comment ce retournement s'est-il accompli ? Vous l'avez dit, j'ai créé un parti en 2007, c'était, comme on dit dans les évangiles, vox clamans in deserto, la voix qui clamait dans le désert, puisque personne, y compris dans mon entourage familial le plus proche ou mes amis, personne ne considérait que l'idée même de sortir de l'Union européenne était viable. Les gens pensaient, il y a en 2007-2008, qu'on pouvait même pas sortir de l'Union européenne. Et puis les choses se sont ont progressivement évolué. Il y a eu l'affaire de la crise de l'euro en Grèce, avec l'affaire Tsipras ensuite, l'affaire qui a montré qu'en fait il y avait plus, on votait à droite, on votait à gauche, on avait toujours la même politique. Il y a l'affaire de la crise de l'euro à Chypre. Après ça, il y a eu l'élection présidentielle à laquelle j'ai pu participer, qui a donné de la notoriété à notre mouvement. Et puis il y a eu le référendum sur le Brexit. Et puis il y a eu les 3 ans aux élections européennes de l'année dernière. Un certain nombre de gens disaient sur le terrain, oui, mais c'est bien ce que vous dites, mais vous voyez, on peut pas en sortir. Et puis maintenant, le Brexit vient d'avoir lieu. Et effectivement, quand je vais sur le terrain, je ne vais pas dire que c'est encore torrentiel, mais il y a une petite musique nouvelle qui est apparue. J'entends des gens qui me disent, notamment dans les quartiers populaires, dans les quartiers avec des gens... c'est pas une question d'ailleurs ni de niveau de vie, ni de... un peu quand même, mais pas une question de diplôme. C'est une question de bon sens et de gens qui raisonnent par eux-mêmes. Il y a en France des Français qui raisonnent par eux-mêmes, qui ont du bon sens, qui observent ce qui se passe, qui écoutent nos analyses et qui de plus en plus sont convaincus. Maintenant, ça fait plusieurs fois que au cours des 3 dernières semaines, j'ai beaucoup voyagé parce qu'on présente une vingtaine de candidats aux élections municipales. Je suis allé sur le terrain et j'ai vu des gens, et ça, j'avais jamais entendu ça avant, des gens qui viennent me voir en me disant
disant « Oh, monsieur Asselineau, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut sortir de cette Union européenne. D'ailleurs, j'ai jamais été contre, il faut accélérer. » Bientôt, on va presque me reprocher de lambiner, si j'ose dire. Et c'est nouveau. C'est nouveau parce que désormais, de plus en plus de gens regardent ce qui se passe outre-Manche. Un petit peu, je fais un parallèle un petit peu audacieux, mais qui n'est pas tout à fait faux, un petit peu comme en 41-42, des Français écoutaient et regardaient ce qui se passait outre-Manche. Un frémissement qui, vous l'espérez, va créer depuis le Brexit l'effet domino. Vous citez dans l'une de vos vidéos ce sondage Eurobaromètre dépendant de la Commission européenne, que les partisans de cette sortie de l'Union européenne en Pologne sont désormais plus nombreux que les Polonais qui veulent rester dans l'Union européenne. Vous citiez tout à l'heure le FMI. Pas d'apocalypse au Royaume-Uni après le Brexit. Croissance supérieure à celle de la zone euro. Macron, on peut craindre que le Royaume-Uni n'affiche des résultats pas si mauvais. Dans quelle mesure, François Asselineau, le Brexit peut-il faire prendre conscience aux Français qu'il est nécessaire pour eux de quitter l'Union européenne? Par l'exemple, la vertu de l'exemple. On va voir qu'il n'y a aucune solution actuellement dans la poursuite de la chimère européenne. Et en revanche, de l'autre côté de la Manche, on va voir progressivement que les nouvelles vont être bonnes. Ce que je crains d'ailleurs, c'est l'organisation de l'invisibilité de ce résultat, puisque ce à quoi nous sommes confrontés, nous, à l'UPR, depuis 12 ans et bientôt 13 ans, c'est au début, on m'a brocardé, on m'a traîné dans la boue, on m'a diffamé, calomnié, notamment au moment de la présidentielle. Et puis maintenant, on est dans une autre phase où les grands médias organisent l'invisibilité de l'UPR. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. C'est absolument invraisemblable que depuis les élections présidentielles de 2017, ça fait 3 ans, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute, 0 seconde sur TF1. Bon, voilà. Alors que je suis le créateur du parti du Frexit. Il y en a d'autres qui se sont créés ensuite. Mais quel parti, aujourd'hui en France, a 39 000 adhérents? Quel parti peut présenter des candidats à toutes les élections, y compris aux municipales, des élections d'ailleurs, j'en profite pour le dire, à Nantes, à Montpellier, à Nice, François etc. Asselineau, j'ai encore 2 questions importantes. On fait des listes aux municipales qui sont des listes UPR pures. Il y a pratiquement très très peu de partis politiques qui sont capables de faire ça. Au-delà de cette soirée que vous aviez organisée le 31 janvier dernier, comment les partisans du Frexit que vous aviez regroupés doivent-ils se structurer et s'unir pour gagner la bataille? Alors d'abord, c'était pas des partisans du Frexit, c'était des gens qui se réjouissaient du Brexit. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a certains qui n'ont pas exactement les mêmes analyses que nous. Écoutez, moi j'ai trouvé, comme tout le monde, ça a été formidable. Ça a été vraiment un moment, presque un moment de communion nationale. Franchement, c'était très très bien. Eh bien, ce que nous envisageons de faire, c'est de poursuivre ces démarches unitaires. Chacun conservant comment dirais-je, sa personnalité, ses analyses, mais prendre un petit peu l'habitude de se rencontrer et de discuter. On n'en est pas du tout encore à une alliance. Je ne sais pas si ça viendra un jour, mais je pense que c'est important parce que plus on sera nombreux réconciliation à dire non, plus on sera nombreux. Vous étiez un petit peu en froid avec Florian Philippot avant. Écoutez, les choses évoluent. Il était là, il était ravi d'être. Il était ravi. Mais je crois aussi que voilà, nous avons un parti de 39 000 adhérents. Nous sommes capables de nous présenter à toutes les élections. Voilà. Et à ceux qui pensent que pouvoir changer les institutions européennes de l'intérieur, de M. Mélenchon à Mme Le Pen? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, vous parlez toujours de Philippot, tout le monde me parle de Philippot et Dupont-Aignan, mais il y avait, j'insiste, aussi des gens de gauche. Il y avait aussi, on l'a dit, Georges Kuzmanovic, il y avait Gilles Casanova, il y avait Pierre Lévy, et j'en attends d'autres. Or, je me permets de faire remarquer que c'est rarissime. Je crois que nous sommes parvenus ce soir-là à mettre sur scène des gens qui ne sont pas d'accord sur des tas de choses, mais qui au moins étaient d'accord sur un point, c'était de se féliciter du Brexit et d'accepter de le faire ensemble. Donc je pense que ça, c'est un élément très très positif. Et moi, mon objectif, depuis que j'ai créé l'UPR, c'est le CNR, qui rassemble tout le monde de gauche et de droite. Donc, c'est un travail arachnéen, c'est un travail difficile, mais c'est un travail absolument fondamental parce que l'exemple, par exemple, du référendum de Maastricht ou l'exemple du référendum sur la Constitution européenne a montré que la majorité de Français hostile à la poursuite de la construction européenne, elle n'est pas que de droite ni que de gauche. Il faut un rassemblement des Français de droite et d'extrême droite, de gauche et d'extrême gauche,
à titre provisoire, en ayant cette humilité de mettre de côté ce qui nous divise et en se focalisant sur ce qui nous rassemble, eh bien, j'étais content de cette opération et je pense qu'on va essayer d'en faire d'autres. Et puis pour montrer au public qu'il y a quand même une vraie mouvance en France qui prend un peu des formes différentes, hein, mais qui a une vraie mouvance qui est d'accord sur l'essentiel, la souveraineté et l'indépendance nationale. C'est la fin, chers téléspectateurs, de ce numéro de Politique et Économie en compagnie de François Asselineau. François Asselineau, vous aurez évidemment l'occasion de revenir et nous aurons l'occasion aussi de reparler de l'évolution de ce que pensent les Français de ce Brexit pour aller peut-être un jour vers le Frexit. Merci François Asselineau. Merci à vous.